partenaires sont de retour pour le rendez-vous du mercredi, le rendez-vous originel, celui des passionnés de sport automobile et notamment de Formule 1. On va ouvrir un grand débat aujourd'hui, on va parler d'un pilote espagnol qui n'est pas celui auquel vous pensez forcément. Brice Germain, Hamza Ramani, toujours présent. Ça va les gars ? Roberto Merri. Roberto Merri. D'accord, parfait. Pedro de la Rosa, oui, Moi, on va j'étais- refaire la carrière de Une Pedro de la petite Rosa. chute de vue. Jaime Alguersuari, c'était plutôt mon favori. Oui. perso. Le DJ. Le DJ. Le Et DJ. tu sais que, c'est vrai que c'est une idée, souvent, je le dis aux gens qui nous regardent, c'est souvent une idée qui revient quand on se dit qui est-ce qu'on va inviter. Souvent, le nom de Jaime Alguersuari revient souvent pour parler de sa nouvelle vie de DJ. Il y en a un autre d'ailleurs, à qui on a envoyé un mail qui nous a pas répondu, c'est Giancarlo Fisichella, qui est lui aussi DJ maintenant. Ouais. Et on avait envoyé un mail à Yarlo Trulli aux fraises. Vraiment, genre, pourquoi pas ? Exactement. Réponse. Yarno nous a rappelé directement, les mains dans le cambouis, sortez de la vie, il nous a dit pas de soucis les gars. Ouais, 5 Physico, c'est pas le même délire. Hein, par 5 jours plus tard, on parlait de Rocco Siffredi. Comme Et quoi. tu sais qui était à Bakou? Non. Ton mentor. Oui, Damon Hill, qui a fait Non, les... oui, Ah, non, pardon. non, mais évidemment, mais ça c'est son taf. Non, l'autre mentor. Attends. Flavio. Ah, non. Il y a une photo, c'est pas vrai. Briator, Alonso, les deux Stroll. Ouais. Oh, Et il y avait, je crois, une cinquième personne. Et je me suis dit, il faut que je l'envoie. c'est un Hein remake du parrain. l'histoire. Flavio Briator était à Ah, Bakou. t'imagines le dîner. Tu sais que Flavio Briatore, je dis ça, on n'arrête pas de lui envoyer des DM pour lui dire hey, Flavio, viens et tout, etc. En machin. français, en italien, en anglais. français, en hein. italien, Vraiment. ouais, je te jure, vraiment, on a tout essayé. Et il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, dont je tairai le nom, mais qui est déjà venu sur le plateau des Pistonnets, qui nous a dit mais vous voulez Flavio Briatore? Mais c'est facile, les gars. Vous allez voir, je vais vous dégainer ça. Je sais même pas de qui tu parles. Ah, ouais, je sais. Quelqu'un Bah, écoute, qui, franchement, l'été j'espère, dernier, hein. nous a aidé. Bah écoute, j'espère qu'il va nous aider encore. Franchement, Tu sais, à Flavio. chaque fois qu'il y a un gros projet des Pistonnets, cette personne-là d'accord. a été facile. Ok, c'est bon, j'ai. Il m'a dit, mais non, mais c'est facile. Mais non, mais t'es sérieux, il me dit. Bah, écoute, je lui dis, pas de souci. Flavio, j'espère qu'il sera bientôt avec nous. 14e tour, il va s'arrêter. Kimi. En fait, je rêverais de ça. Peut-être avoir un masque Denis Brognard et tu sais, Mais de non, faire mais, des remakes. petite- Lui avec sa chemise bleue. Mini aparté quand même, c'était absolument incroyable de se dire que Denis Brognard, il allait sur la grille de départ. Après Il la est Gazette stratégique. où on montrait des trucs absolument innommables dans la Gazette de F1 la une. Ah, c'est notre époque. Et derrière, t'as Denis Brognard, il arrive devant Briatore et il dit bon alors les strates de tout le monde. Quand est-ce que les pilotes s'arrêtent? Bah Kimi c'est le 15e tour. Giancarlo bon on dit pas. Ouais, ouais. Oui, ce qu'il disait pour les Ouais, autres, bah et oui. pas pour lui. Et ça rendait fou personne, tu sais. Et ça s'avérait juste en plus. Hein. Il avec sa petite feuille là. À quelle époque? Ça, c'était Chemise bleue et jaune. À l'époque, on pouvait être stylé en bleu et jaune, les gars. stylé en bleu et Comme jaune. quoi, vraiment, toutes les époques vont revenir. Ne vous inquiétez pas pour votre style. Ça va arriver. Les gars, le programme de cette émission du mercredi, vous savez, la culture F1 est au cœur des débats à chaque fois. Et on va parler du cas Carlos Sainz. Est-ce que ce sera son procès? Ça peut s'assimiler à un petit peu tout ça, lui qui a montré, pas beaucoup parlé pendant l'intersaison, parlé de ses ambitions et qui connaît un début de saison plutôt décevant. Et puis à la fin, vous savez que les Pistonnets a quand même un rôle depuis maintenant pour la 5e saison consécutive. C'est celui de faire découvrir ceux qui seront peut-être les pilotes de demain. Et on a notre ami Alessandro Giusti. Il est tout jeune, il débute en Freca, il a commencé à Imola il y a quelques semaines et on l'a rencontré du côté d'Alès où on a fait une jolie petite interview avec c'est le champion F4 France et c'est un gamin qui nous a épaté, on en parlera en deuxième partie d'émission avec Hamza. Il nous a épaté parce qu'on l'a vu sur différents engins et je peux te dire qu'il est vraiment pas fait du même bois que nous, ça c'est une certitude. Mais tous. C'est assez étonnant, c'est là que tu vois la différence entre un pilote et genre de Un personne. humain normal. Ouais, c'est exactement ça. C'est Et des baltringues. assez dingo. Les gars, vous êtes prêts pour le débat? On lance les hostilités. Oui. On y va tout de suite. Carlos Sainz, c'est ton moment. Alors, le débat Carlos Sainz, il a été aussi inspiré par plusieurs choses. Déjà, le fait que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé. Tout pile 1 an. Ouais, ça fait un Et à an. l'époque, on se posait la question de savoir si justement il pouvait concurrencer, pousser Leclerc dans ses retranchements et être justement un numéro 1 bis. On a eu depuis une réponse. On a surtout eu des propos de Carlos Sainz qui nous avaient déjà pas mal interrogés. On est le 21 octobre dernier, la saison F1 touche à sa fin. Et voilà ce que nous dit déjà Carlos Sainz. J'estime que dans un bon jour, je suis meilleur que tous les autres. Mon objectif est d'être dans un bon jour la plupart du temps. Interview à motorsport.com. Malheureusement, du temps, il en a filé depuis cette déclaration et on peut le dire aujourd'hui, le début de saison de Carlos Sainz résonne un petit peu comme une déception. Il est déjà très loin du rythme de Charles Leclerc du côté de Bakou notamment. Alors, ceux depuis le début de saison, mais Bakou a été l'un des révélateurs. 8 dixièmes, vous en avez parlé, perdu au tour sur son tour le plus rapide en Q3. 3 dixièmes sur les relais en médium pendant la course. 8 dixièmes sur les relais en dur en course. Et puis, des scénarios qui sont quand même assez inquiétants. Alors, il y a Bahreïn, où il nous a fait du Carlos Sainz classique. Il assure les points de la 4e place après l'abandon, bien sûr, de Charles Leclerc. Il y a l'Arabie Saoudite,
Saoudite, où il termine juste devant Charles Leclerc. Sainz, à cette époque-là, partait 4e, Leclerc partait 12e. Là, c'est un petit peu inquiétant. Et puis, il y a eu le scénario aussi également de l'Australie, où on le rappelle, il termine 12e hors des points après avoir été pénalisé suite à cette manœuvre et action sur Fernando Alonso lors du restart de la fin de course. Les gars, qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, non, une dernière révélation, pardon, excusez-moi, et elle est quand même assez importante. Le site catalan El Nacional, alors que nous on connaît très peu en France, on pourrait se dire c'est des Catalans, ils font du Saints bashing, a sorti un article, c'était le 24 avril dernier, intitulé Ferrari commence à en avoir marre de Saints. Alors El Nacional, c'est quand même un site d'information qui a pignon sur rue en Espagne. La seule chose qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont catalans nationalistes, mais en tout cas, ils sont reconnus pour les infos qu'ils apportent, que ce soit dans le sport ou en généraliste, et qui écrivait ceci: Ferrari commence à se lasser de Sainz, le coureur espagnol n'est pas aussi performant que prévu, ils en ont assez de ses excuses. Pour eux, Carlos Sainz doit gagner sur la piste et non en dehors, précisant que les regrets ou les excuses sont inutiles. Il a déçu. Ferrari pensait qu'il serait un pilote vedette, il ne le montre pas. Carlos Sainz, Très rapidement, tu disais Ouais. quotidien catalan, du coup, rivalité. Il n'y a pas besoin d'être catalan pour fracasser Carlos Sainz. oui, c'est vrai, t'as raison. El Chiringuito, El Chiringuito, vas-y. c'est pas Si tu veux catalan. faire un petit aparté d'ailleurs là-dessus, tu peux. Parce qu'El Non, mais parce que c'est vrai que nous, l'année dernière, sur la rivalité Alonso-Ocon chez Alpine, on n'avait pas forcément apprécié la manière dont les Espagnols traitaient Esteban Ocon. Ça virait parfois au harcèlement. Oui. Et puis, je tombe hier. Alors, déjà, je ne savais même pas qu'El Chiringuito, qui est une émission poubelle football, parlait de Formule 1. Donc, déjà, je tombe des nues. Et du coup, je commence à voir deux vidéos sur Twitter. Et puis, je commence à regarder même un petit peu l'émission. Et en fait. Ah ouais, non, mais C'est hallucinant. ah, mais c'est violent. Hein. Ah, mais en termes de bêtises, Ah. déjà en termes d'analyse bêtises, mais surtout, Alors, dis ce qui est dit quand même. le l'analyse, côté. c'est de- mais en ouais. fait, il y a deux pilotes espagnols. Et alors, je veux bien Fernando Non, il y en a Alonso. qu'un, hein. Pour eux, il y en a qu'un. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, ouais. je veux bien que Fernando Alonso ce soit une légende du sport. C'est celui qui a ramené la Formule 1 en Espagne, on va pas se mentir. Complètement, ça n'existait pas avant. Mais avec tout le respect que j'ai pour Fernand, et tu sais que j'en ai, Fernand, Fernand. il lui reste pas 10 années de carrière. Non, L'avenir de la F1 en Espagne, Pour les c'est Espagnols, Carlos Sainz. Et je trouve, alors déjà, on fait état d'une rivalité en piste entre les deux pilotes, alors qu'il y ait des batailles, des dépassements, je veux bien, mais moi, alors, Il y en a eu samedi, il y en a eu dimanche. mais j'oublie pas de peut-être rivalité, quelque ouais. chose, hein, vous allez me corriger, mais depuis le début de saison, et peut-être même depuis le début de la carrière des deux pilotes, j'ai pas vu de rivalité directe. C'est mal Alonso est Non, pote avec vraiment. Carlos Sainz senior, Ouais, donc il oui. peut pas y avoir de rivalité. Enfin, Donc, ils sont en train de construire une histoire déjà autour de cette pseudo-rivalité. Et on sait très bien que dans cette configuration, il y aura un perdant et un gagnant. Et on Enfin, sait un gagnant, qui- je ne sais pas. et on sait Donc, qui on connaîtra c'est. le perdant. Ouais, Et le perdant, C'est ce sera qu'il y a la Carlos lutte Sainz. d'influence. Hein. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas trop. On sait, on dit souvent que Carlos Sainz, c'est quelqu'un de l'environnement politique de la F1. Il est plutôt performant. Il y a aussi son père qui est quand même Bien sûr. assez présent. Carlos qui parle plusieurs langues, dont l'italien. Il s'est tout de suite, à sa signature chez Ferrari, installé près de Maranello pour rapidement être au contact de la structure et des gens. Mais c'est vrai que je comprends pas trop ce qui se passe en Espagne autour de Carlos Sainz. ouais, ça c'est étonnant. Qu'il soit pas performant, que là on va en débattre avec Brice. Bien sûr. On peut trouver toutes les excuses, tous les arguments possibles, et on peut échanger, on peut être en accord ou pas en accord. Mais là, c'est une, je vais dire une vendetta presque. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Sur le Chiringuito, hier, ils expliquent quand même que par exemple, Fernando Alonso a permis à la Formule 1 d'être plus populaire en Espagne que le football. Bref, parenthèse terminée, mais allez C'est voir pour ça ça, qu'ils font ça leurs vaut le émissions détour. principalement sur la Formule 1 et Ça- pas sur le football. Oui, du c'est coup. ça. Ça vaut complètement Oh le là détour. là. Les gars, quand on reprend les faits là qu'on vient d'énoncer sur Carlos Sainz, les déclarations d'avant-saison, le bilan pour le moment après 4 courses, les premiers articles qui commencent à sortir sur le fait que Ferrari ne serait pas satisfait de Carlos Sainz, est-ce que pour vous, c'est une véritable déception ce début de saison? Alors, je ne sais pas s'il faut prendre le début de saison ou l'ensemble de la carrière Ferrari, parce que là, à l'heure actuelle, Ferrari est dans un entre-deux de positionnement entre la lutte pour les victoires et la lutte pour le championnat constructeur, pour se placer, pour avoir les revenus et tout ça. 2021, quand arrive Carlos Sainz, c'est clairement la lutte pour le constructeur. Il faut redresser Ferrari. 2020 a été catastrophique, il termine 6e au championnat. Et 2021, on a besoin de 2 pilotes qui scorent des points et qui optimisent au maximum la performance de la Ferrari. Et c'est ce qui a été fait avec Leclerc et Sainz. Leclerc étant censé être le pilote de pointe, prenait plus de risques que Sainz, mais Sainz, en course, assurerait les points. Et c'est pour ça, au final, qu'à la fin de la saison, Carlos Sainz termine devant Charles Leclerc.
Et c'est ce qui a permis d'avoir un pilote comme Sainz de remonter Ferrari à la 3e place du championnat avec littéralement, on le disait en émission à chaque fois, des P5, des P6 qui étaient assurés. Mais 2022 a marqué un vrai changement parce que 2022 Ferrari avait la voiture pour jouer le titre. En tout cas sur les 12 premiers Grands Prix, on va dire, jusqu'à l'été. Et là, on a senti que la lutte était Verstappen-Leclerc, mais pas Ferrari-Red Bull. Sur, en tout cas, la performance pure. Et on a senti un Carlos Sainz réellement en retrait de ça. Je peux me faire détruire en disant ça, mais pour moi, Silverstone, sa victoire, elle est presque volée à Charles Leclerc. Parce que la stratégie est totalement ahurissante de la part de Ferrari sur ce Grand Prix. Mais comme il aurait pu gagner Monaco... Je peux te permettre juste une petite correction. Tu emploies le terme voler. Moi, je pense que c'est pas voler, parce que voler, ça sous-entendrait qu'on enlève volontairement la victoire à Charles Leclerc. C'est juste l'incompétence de Ferrari dans l'aspect stratégique qui fait que... C'est une erreur stratégique. Voilà, t'as raison. C'est une erreur stratégique qui offre sur un plateau la victoire à Carlos Sainz. Mais en 2022, à aucun moment, Carlos Sainz n'a été en lutte pour le titre comme l'a été Charles Leclerc. Je parle du coup des 12 premiers Grands Prix. Et en fait, cette année, la voiture ne peut pas jouer le titre, mais en même temps, elle a quand même des opportunités, et là on l'a vu à Bakou, d'aller performer des podiums. Enfin, c'est pas 2021, il y a un vrai besoin de lutter pour la 2e place au championnat du monde. Et pour le moment, et là c'est un peu court pour le juger, mais Bahreïn, il doit faire P3, il ne fait pas P3. La Ferrari a le rythme de faire la P3, bien qu'on puisse estimer que Alonso aurait pu revenir sur Leclerc en fin de course si Leclerc n'avait pas eu son problème moteur, mais je ne suis pas sûr. Là, Leclerc fait P1 en qualif. Il est 8 dixièmes derrière. Leclerc fait P3 en course. Il est 3, comme tu l'as dit, 3 dixièmes sur les médiums derrière et 8 dixièmes sur les durs derrière. Sachant que Ferrari va avoir besoin de son pilote pointe pour aller performer et marquer des très gros points quand il faudra, et également de mettre des points parce qu'on est dans une situation hybride, à savoir on ne joue pas le titre, mais en même temps on ne joue pas les accessites, on joue vraiment ce milieu-là il va falloir aller mettre tous les points possibles parce qu'on a une lutte à 3 écuries. J'ai peur que Carlos Sainz se révèle être le maillon faible de cette écurie. Comme Lance Stroll peut être le maillon faible pour Aston Martin si Aston Martin joue la P2. Chose que n'aura pas Mercedes, puisque pour le moment, Russell est un peu derrière Hamilton, mais Russell et Hamilton scorent quand même plus facilement tous les deux ensemble. Non, mais là, on en revient au débat que l'on a eu maintes et maintes fois sur la constitution de ton duo. Et effectivement, je te rejoins totalement. Aujourd'hui, là où Mercedes et Red Bull ont un point fort, et où Alpine, la saison dernière, avait un point fort, avec Alonso Ocon, aujourd'hui avec Russell Hamilton, avec Perez, Verstappen, que moi je considère pas du même niveau, mais Perez a un niveau suffisant pour performer. Côté Ferrari, moi j'ai cette interrogation autour de Carlos Sainz. Je ne sais pas où le situer, Carlos Sainz, très, très sincèrement. À l'époque, on avait, je me souviens, je crois que c'était pendant le confinement. Oui, parce que l'officialisation arrive pendant le confinement. Pendant le confinement, il y avait ce débat. À l'époque, on parlait Ricciardo ou Sainz. Moi, j'étais plutôt porté sur Ricciardo. Sainz est arrivé. Il fait une première saison satisfaisante dans les circonstances que tu as précédemment évoquées. Je te rejoins totalement. Mais est-ce une surprise que Carlos Sainz ne soit pas suffisamment performant le jour où tu as une voiture capable de lutter pour la victoire? Et c'est ça, alors la question, est-ce que ton line-up ne doit pas être adapté au positionnement stratégique de ton écurie en vue de ce que tu vises? Mais quelle est l'ambition de Ferrari? Le titre, Ferrari vit étant F1 pour gagner. Et quand ils le prennent, c'est le cas, oui. Mais même quand Ferrari est 5e au championnat constructeur et termine 12e, 13e, l'ambition, la raison de vivre de Ferrari en Formule 1, c'est gagner des titres. Ça fait longtemps, certes, mais c'est quand même de gagner. Je disais, il y a un mois, on avait fait un débat Ferrari, déjà. Et sur le débat Ferrari, je disais à l'époque que, et c'est notamment le rôle de Frédéric Vasseur, aujourd'hui, tu peux pas attendre que la voiture soit performante au point de viser le titre pour te dire « Oh zut, mon deuxième pilote, il n'est pas suffisamment performant. » Ça, c'est quelque chose que tu dois anticiper. Est-ce que tu peux recruter un deuxième pilote performant en lui disant « T'es deuxième pilote, t'es performant, mais par contre, on joue pas le titre ». Ça a été fait par le passé. Mais justement, c'est là où, la philosophie historique, entre guillemets, de Ferrari peut être problématique. Ça veut dire que si tu prends pleinement conscience et que tu assumes totalement l'idée d'avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, même si l'année dernière, Binotto, et il l'a montré par des faits, a montré qu'il n'y avait pas de pilote numéro 1 et pilote numéro 2, mais le jour où tu as la performance, on sait plus ou moins qu'il y a un pilote qui semble quand même au-dessus de l'autre. Il faut s'attendre que potentiellement, un jour,
Comme Lewis Hamilton en 2021, bah, ton pilote, il ratera le titre parce que ton numéro 2, il n'était pas suffisamment performant. Et plutôt que d'attendre ce cas de figure qui serait malheureux pour Ferrari, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Est-ce que tu finis la saison avec Sainz ? Ils vont finir la saison avec Sainz, mais tu vas arriver à un point clé, à un momentum extrêmement important de l'avenir de Ferrari, de l'avenir à très court terme de Ferrari, si tu vises et si tu as la performance pour aller chercher le titre mondial. On rappelle qu'il a prolongé Carlos Sainz il y a un an tout rond. Il a prolongé jusqu'à la fin 2024. Donc, il a un contrat jusqu'à la fin 2024. Tu en as parlé dans le débrief lundi, Brice, du manque de confiance de Carlos Sainz dans sa voiture. Regardez cette déclaration qui est quand même assez folle de Frédéric Vasseur, qui nous dit « À Bakou, il faut être au maximum de sa confiance pour performer. Carlos est en crise de confiance en ce moment. Dans ce contexte, P5, c'est pas si mal. » Et là, sur ce point-là, il a raison. Oh, mais c'est un aveu de faiblesse terrible quand tu es le patron de la Scuderia Ferrari. Bah, P5, à partir du moment où P1, P2, c'est injouable, il te reste P3, P4. Bon, bah, Alonso avait un meilleur rythme que la Ferrari. Leclerc, je ne vais pas dire miraculeusement, mais est devant et reste devant. C'est pas. Moi, honnêtement, si le plus mauvais week-end de la saison de Carlos Sainz, le moment où il est C'est moins bien, P5, où il est en oui. crise de confiance et il termine 5e, bah, ça me va et j'ai envie de te dire, ça promet pour la suite. Alors, en fait, l'aveu de faiblesse, j'aimerais voir où il se situe. Parce que Frédéric Vasseur, en disant ça, il ne fait que faire un aveu de faiblesse sur les choix qui ont été faits avant qu'il arrive. C'est vrai. C'est pas lui qui a choisi Carlos Sainz. Non, c'est vrai. Donc en soi, il met juste une pièce dans l'échiquier du. Bah, de toute façon, Il est dans le dur, quoi. si on change de pilote, moi en tout cas, je sais pourquoi. Enfin, t'as raison. ça alimente ce que lui pourrait peut-être considérer comme un mauvais choix fait dans le passé. Maintenant, l'aveu de faiblesse, moi je trouve plus que. C'est un aveu de réalisme aussi. Mais quand Carlos Sainz dit après son week-end, je peux aller plus vite, et si je vais plus vite, je me mets dans le mur. Comment ça ? Parce qu'en fait, il y en a qui vont plus vite et qui se mettent pas dans le mur. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça veut dire quoi ? T'as pas la capacité de pilotage d'aller plus vite ? Tu ne sais pas piloter plus vite ? C'est ce que disait Vasseur. Hein. Ou Là, cette voiture, est-ce que cette voiture est faite pour toi ? Mais en fait, à chaque fois qu'il a eu des excuses, en fait, il disait mais vous verrez cette année, maintenant avec la dégradation. En fait, il y a toujours un peu des promesses. c'est vrai qu'en début de saison, on le rappelle et je l'ai déjà rappelé, Les gosses, il disait ça ira que mieux, la voiture 2023 convient mieux à son pilotage que 2022. Et j'ai l'impression de l'avoir vu davantage en lutte sur certaines courses en 2022 pour le moment qu'en 2023. En 2022, il y a des moments où, en qualif, le nombre de fois où il rate la pole pour rien, Mais c'est vrai. moi j'ai pas l'impression que cette année, en qualif, j'ai l'impression qu'il prend une avoine Mais- par Leclerc. Quand on voit la situation de Ferrari aujourd'hui, la situation de Carlos Sainz, est-ce qu'on n'est pas aussi également en mesure de se poser la question de se dire est-ce que c'est pas Charles Leclerc qui fait surperformer cette voiture ? Oui, mais attends, on est en Formule 1. Surperformer doit être la base. Hein. Non. Bah si. Non, je t'arrête tout de suite, non. Mais Surperformer, c'est la base quand t'es un pilote extrêmement talentueux. attends, Quand t'es Fernando Alonso, quand t'es Lewis. Ah, Non, mais évidemment. Pinacle Life. Mais c'est pas la base. Et encore une fois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. À partir du moment où tu ne fais pas le choix de prendre deux pilotes numéro 1 type Hamilton-Russell, bah, tu peux pas t'attendre à ce que tes deux pilotes surperforment. Oui, mais en fait, tu dois t'attendre à ce que la différence entre tes deux pilotes, si tu as un top pilote et que tu as un pilote très performant, mais qui n'est pas dans l'exception, on va dire, à savoir ni un Alonso, ni un Verstappen, ni un Hamilton, ce que tu veux, et j'inclurais même pas encore Leclerc dedans, tu dois t'attendre à ce que la voiture de ton deuxième pilote termine juste derrière la voiture de ton top pilote. Puisque en fait, la performance de la voiture joue tellement que tu dois avoir un écart de position, Mais ça dépend mais de pas la un concurrence. écart. Ça dépend aussi de la performance de la concurrence, des monoplaces Oui, des autres. Je suis d'accord, mais pour autant, est-ce que la différence réelle de Leclerc et de Sainz, c'est 8 dixièmes en qualif ? Genre, Est-ce que le niveau si de la... c'est ça, c'est quoi en fait la tolérance entre Non, un top moi, pilote et un pilote La question, c'est est-ce que On le a niveau... brûlé Albon, je suis désolé les gars, on a brûlé Albon pour des écarts beaucoup plus réduits que ça. Est-ce que le niveau de performance de Gasly Ferrari aussi. aujourd'hui, c'est Carlos Sainz, c'est Charles Leclerc, c'est un entre-deux C'est aussi, elle est là la question. Mais Tu sais pas, par au exemple, final... tu prends Verstappen-Pérez. On s'accorde tous pour dire que Pérez est un très bon pilote, mais qu'en soi, il a été recruté pour être le faire-valoir de Max Verstappen. Ça, on est bien d'accord. À partir de quand on estime que Sergio Pérez n'est pas un problème pour Red Bull ? À partir du moment où, en fait, il complète le travail qui est fait par Max Verstappen, c'est-à-dire qu'il veut ramener les doublés, que quand Verstappen n'est pas là, lui, il est là. Est-ce qu'il n'était pas trop le cas en 2021 finalement ? Oui, c'est vrai. 2022, ça a Il y a commencé ce à qu'il l'être. fait à Abu Dhabi qui est en C'est vrai trompe-l'œil. que 2022, 2021, t'as raison. Oui, on se focalise à sur Abu Abu Dhabi, Dhabi où c'est- c'est lui qui offre le titre. Mais c'est vrai que finalement,
sur la première année 2021. Alors encore une fois, ce que je dis Adaptation. souvent, hein, Oui, adaptation, bien tu sûr. arrives dans une nouvelle écurie. Et- On rappelle qu'un an avant, il était au chômage, hein, il Oui, c'est pointait au vrai. Pôle emploi. Donc, On l'a croisé d'ailleurs. Non, on avait un CDI. Pas lui. Vamos, Checo Pas lui. 2022, il a montré ça, Pérez. Et 2023, il s'inscrit en pas. Je me parais pas forcément de lutte pour le titre encore. Parce que vraiment, c'est la régularité qui fera, comme on l'a dit en débrief lundi. Mais quand Verstappen n'est pas là, au moindre problème, il est là. Carlos Sainz n'a pas fait P3 à Bahreïn. Je le répète En depuis fait- Bahreïn, mais moi, pour moi, ça me tue, ça. Bien sûr. Ça me tue parce que la Ferrari était à ce niveau-là. T'as raison sur ce point, c'est qu'en fait, Sergio Pérez, il suit une trajectoire linéaire et Ascendante, normale finalement ascendante chez d'un Red Bull. pilote. Ouais, en fait, elle est ascendante. Elle est forcément ascendante parce qu'elle est normale. T'arrives au sein d'une nouvelle écurie, nouvelle structure, première année d'adaptation. Deuxième année, tu remplis les objectifs. Troisième année, tu es peut-être dans la forme de ta vie, tu vas peut-être surperformer au point d'aller quelque chose. Ça, on verra plus tard. Est-ce que Carlos Sainz, il est dans cette trajectoire ascendante? Non. Est-ce qu'il est sur une trajectoire descendante? Je ne saurais pas encore comment le qualifier. Moi, je la trouve linéaire comparée à celle qu'a pris Leclerc dans son début de saison en termes d'attaque. Après, Leclerc, il a fait des erreurs. Il a fait l'Australie. Il y a eu son problème à Bahreïn. Et Carlos Sainz n'a pas fait d'erreur en Australie. Enfin, n'est pas responsable du crash entre les Alpines, je tiens à le répéter. Il a empalé Alonso, mais sinon... Oui, mais il n'est pas responsable. T'avais dit, il est responsable du crash des Alpines. Je te redis qu'il n'est pas responsable du crash des Alpines. maintien qu'il a foutu le Pas bordel. Donc, quoi qu'il arrive, il n'a pas marqué de points Non, et voilà. c'est bien. Mais ça aussi, c'est en trompe-l'œil, quand Il même. a été pénalisé. C'est en trompe-l'œil, parce que finalement, finir à en Australie, 40 il points, fait quoi? Il fait podium normalement? Il est troisième à ce Quatre, moment-là? je crois. Quatrième? Ouais. Non, Je sais quatre, plus. Quatrième derrière Alonso? il me Ok, semble, donc ouais. oui, si, parce qu'il y a le départ. Ouais, le Donc drapeau. oui, potentiellement, il fait quatrième en Australie, donc ça En fait, fait il les met, 12 points en il plus. les met les points. Il les met les points, il fait les courses. Mais en fait, c'est un très bon pilote pour McLaren et Alpine. C'est un très bon pilote, même pour Mercedes, en fait, dans cette optique de mettre les points. Mais t'es chez Ferrari, c'est différent quand même. Quand le pilote de pointe n'est pas là, faut gagner. Barrichello, quand Schumacher ne gagnait pas, il gagnait. Le 2007-2008, on a une lutte McLaren-Ferrari. Il y a quasiment autant de victoires en 2007 pour Massa que pour Raikkonen. Il y a quasiment autant de victoires pour Alonso que pour Hamilton. Et Raikkonen et Massa, c'était pas deux numéros 1. À la base, Raikkonen, c'était censé être le numéro 1 et Massa s'est révélé être au niveau de Raikkonen en 2007, voire meilleur en 2008. C'est un peu le même cas de figure parce qu'en soi, si on devait se comparer les line-up Ferrari depuis 20 ans, celui qui lui ressemble le plus, c'est Raikkonen-Massa, Leclerc-Sainz, c'est-à-dire deux pilotes extrêmement talentueux mais qui n'ont jamais montré qu'ils étaient des top au point d'instaurer une hiérarchie tacite entre les deux. Je sais pas en fait aujourd'hui si Carlos Sainz, je le situe plus, excuse-moi de te couper, côté Barrichello ou côté Massa. Parce que Massa, il avait quand même, c'était le petit prodige de Ferrari, Bien c'était sûr. l'enfant chéri de Ferrari. Ouais, attends. Qui arrive en tant que numéro 2 avec un développement. On est d'accord, c'est pas, je suis pas en train de te dire que Massa c'était Leclerc. Quand je parle d'enfant Parce que prodige. quand Mais- tu recrutes Raikkonen, c'est pour être numéro 1. On est d'accord. Non, mais Hmm. sur ça, je te rejoins totalement. Mais ce que je veux dire, c'est que Massa, Ferrari avait une haute estime de ce pilote pour l'avenir. Parce que 2005, Est-ce il gagne que- en Turquie, il Et gagne il au a Brésil. rapidement prouvé. Et il a rapidement prouvé, Massa. par Schumacher. Est-ce que Carlos 2006, pardon, Sainz, 2006. Aujourd'hui, je le mets dans la case Massa, je le mets dans la case Barrichello que je place en dessous. Entre les deux, pareil, là aussi. En fait, j'ai trop d'interrogations autour de ce pilote. Posons-nous la question, les gars, du statut. On a parlé de la situation compliquée de Carlos Sainz. Avant de se poser et de conclure ce débat, à répondre à cette question, est-ce qu'il mérite encore sa place chez Ferrari, posons la question du statut. Il y a un an, on a fait une vidéo où on posait la question de savoir s'il pouvait concurrencer Charles Leclerc. Là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-il être maintenant un bon numéro 2 pour la Scuderia Ferrari? Il y a le paradoxe dont a parlé Brice, c'est-à-dire qu'il a une certaine régularité pour assurer les points, mais il n'arrive pas à tirer le C'est plein exactement potentiel de la voiture. Du coup, est-ce qu'il rapporte assez de points à Scuderia Ferrari? Et puis, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut véritablement se mettre au service de Leclerc? Il y a eu la tension à Melbourne, on n'a pas beaucoup parlé avec son coéquipier à la fin des qualifications lorsqu'il n'a pas offert l'aspiration à Charles Leclerc. Il y a aussi également Léo Turini qui a souvent des très très bonnes informations concernant Ferrari, qui nous dit que Sainz était proche de Binotto et qu'il aurait pu, et qu'il aurait été déçu en tout cas de l'arrivée de Frédéric Vasseur. Petit aparté, Frédéric Vasseur qui aime bien justement privilégier un numéro 1 et un numéro 2. Donc, Et il a eu Vasseur qui a Leclerc, connu qu'il avait Carlos déjà eu Sainz. Leclerc, Voilà. donc Vasseur a eu Leclerc. Et en plus, il a eu Leclerc tout à fait chez Sauber et avant Oui, donc chez, il connaît les deux. chez RT. Ouais, tout Il à connaît fait. les deux pilotes et les deux pilotes connaissent Exactement Frédéric Vasseur. le fonctionnement. Et puis,
Et puis on rappelle aussi également que Carlos Sainz a toujours réfuté l'idée d'être un numéro 2 chez Ferrari et qu'on le présente comme un très bon politicien sur, mais surtout en dehors de la piste. Dernier élément, et c'est encore ce très bon article sorti par El Nacional, cet article nommé Ferrari commence à en avoir marre de Sainz, qui disait à propos des relations avec Charles Leclerc, Leclerc a également mis la main dans cette affaire, le français, ils l'ont appelé le français, j'ai mis une note de la rédaction, c'est quand même un monégasque, il faut le préciser. Vigneron aussi a fait Est l'erreur. très en colère contre son coéquipier pour ne pas l'avoir aidé au Grand Prix d'Australie. Leclerc chez Ferrari est vu comme une star. Ainsi, l'avenir de Sainz dans l'équipe italienne est sur un fil. On le croit, on le croit pas. En tout cas, ça a été écrit. Les gars, est-ce que ça peut être un bon numéro 2, ce Carlos Sainz? Moi, j'ai l'impression que quand on déroule le fil, on peut se poser la question. Dans quel contexte? Ouais, c'est exactement ça. Dans quel contexte? J'ai Encore envie une de te fois. dire, si Ferrari ne définit pas sa philosophie et un plan entre guillemets de croissance, je parle comme une boîte, c'est terrible. S'il ne définit pas un plan de croissance et des objectifs presque un peu à Jacques-Henri Hérault ou Champions Project. ou à la Campioni Progetto. Si Frédéric Vasseur nous présente pas un PowerPoint, ça va devenir compliqué. Je te les rends, mais il y a des limites. Donc, s'il n'y a pas de projet et de philosophie dans ce projet, en fait, c'est un peu difficile de le savoir parce que tout va dépendre du niveau de la voiture. Je pense que Ferrari sera très content si Charles Leclerc est champion du monde et que Carlos Sainz est 3 ou 4e au championnat du monde et qu'il y a une lutte pour le titre constructeur qui fait qu'ils sont... S'ils la perdent. Je suis pas sûr que ce soit la priorité. Je pense que c'est un Ouais. titre pilote, enfin un titre tout court en fait. Ouais. Là, ils feront pas la fine Comme bouche. Lyon, quoi, un peu. Pardon, désolé. Ouais, trop de... la Eusebio Cup, s'il vous plaît. Coupe qui se joue qu'avec Benfica, je tiens à le dire. Non, donc. Ah, c'est moins que l'Emirates. Ouais, complètement. Au niveau philosophie, si Ferrari ne définit pas ça, on ne saura pas si Carlos Sainz est au bon endroit. Il y a un truc qui montre que Ferrari ne sait pas où elle en est par rapport à ses objectifs, c'est que tu as les déclarations de Vasseur qui dit on joue le titre en début de saison. Je trouve ça fort de café quand même quand tu vois la branlée que tu as prise sur les 10 derniers Grands Prix. On voit la perf, clairement, il ne joue pas le titre. Et en fait, tu as deux pilotes qui sont totalement dans une situation inverse. Tu as Carlos Sainz qui va lutter en interne pour conserver son baquet, et tu en as un autre qui est en train d'essayer peut-être de regarder ailleurs. C'est-à-dire que tu en as un, Charles Leclerc, qui n'est pas satisfait de ce qu'il a actuellement. De ce qu'il a actuellement, la situation. Encore une fois, c'est des rumeurs dont on n'a pas, nous, les fondements. Hein. Non, clairement. On écoute certaines presses qui sont plus ou moins fiables en termes de journalistes. Mais visiblement, quand même, ce qui sort sur Leclerc, ça parle. Et Wolf a dit que ça parlait. Complètement. Donc, peut-être une manière de mettre la pression sur Hamilton aussi. Aussi. Mais si Leclerc, lui, regarde ailleurs, c'est que pour lui, Ferrari n'est pas assez haut. Si Sainz, lui, s'accroche à Ferrari, c'est que peut-être que Ferrari est plus haut que lui. Donc, le nivellement psychologique, on le voit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a besoin de plus, l'autre qui a besoin de rester. Donc, rien que psychologiquement, Carlos Sainz s'inscrit en numéro 2 par rapport à un Leclerc qui, lui, en fait, tape une sorte de plafond de verre. Et on voit les titres de nos débats. On se demande si Sainz mérite encore sa place chez Ferrari. Et nous, on se demandait l'année dernière si Leclerc était menotté à la défaite avec Ferrari. Donc, il y a bien un positionnement quand même de numéro 2 de Carlos Sainz à ce niveau-là. Après, effectivement, sur certains week-ends, en termes de perf, il est au niveau de Leclerc. Mais en termes de régularité, lui a plus de faculté à mettre les points qu'il faut, les points intermédiaires, comme le voudrait Enzo Ferrari, alors que Leclerc a plus de faculté à tirer 120% de sa monoplace et à aller tenter par moment de se battre avec les Red Bull. Sans succès régulier, parce qu'au final, le nombre de fois où il a lutté mais qu'il n'a pas scoré, voilà. Mais en attendant, sur les images que tu vois de Ferrari, le seul qui est capable de lutter avec les Red Bull à certains moments, c'est Leclerc. Tu n'as aucun moment, et il faut me dire quand si je me trompe, depuis début 2022, où tu as eu Verstappen, Sainz, Perez en mode genre seul et Leclerc il est derrière. Ça n'est jamais arrivé que Sainz tienne la trajectoire haute au Red Bull. Mais ça c'est intéressant les gars, depuis le début de ce débat vous répétez, vous dites que depuis 2022, à savoir depuis que Ferrari a retrouvé une voiture qui peut gagner, dans certaines circonstances ou circonférences en fonction du circuit, vous dites Leclerc a pris un ascendant véritable sur Carlos Sainz. Moi, si je suis l'avis que vous avez défendu depuis le début de ce débat, j'ai envie de penser que Carlos Sainz ne peut pas être un bon numéro 2, Hamza, pour Ferrari. Il peut être un bon numéro 2 le jour où Ferrari aura une voiture dominante et de loin.
Mais Schumacher, Barrichello. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le ce qui cas. facilite le rôle de Pérez aujourd'hui. Et Est-ce qu'il on y sera. acceptera le rôle de Barrichello, par exemple, quand on voit les déclarations de Mais là, c'est Carlos hypothétique, Sainz? parce qu'en fait, aujourd'hui, Parce que demain, Ferrari tu lui donnes la n'est voiture pas. pour gagner. Oui, mais aujourd'hui, Ferrari n'a pas la voiture pour gagner et elle ne l'aura pas avant plusieurs mois. Donc, encore une fois, on en revient à ce que je disais. Quelle est aujourd'hui la philosophie de Ferrari? Quel est le but de Ferrari? Moi, de toute façon, numéro 1, numéro 2, j'ai jamais été fan, que ce soit pour un grand ou une petite écurie. Mais quand tu arrives dans cette situation où tu dois développer une voiture, tu dois rattraper un retard qui est plus ou moins important selon les circuits, avoir un numéro 2, ça ne te sert à pas grand-chose. Parce qu'il faut avoir 2 pilotes talentueux qui vont surperformer, on en revient au débat de tout à l'heure, pour aller chercher des points que la voiture n'est pas capable d'aller chercher. Et Carlos Sainz, est-ce qu'il est capable d'aller chercher des points que la voiture ne peut pas aller chercher? J'en suis pas sûr. Donc, ça veut dire que t'aies la voiture ou que t'aies pas la voiture, si je t'entends bien, c'est pas un bon numéro 2 pour Ferrari. Non, c'est un bon. Moi, dans ma Enfin, philosophie tu vois. F1, c'est pas un bon numéro. Enfin, je le prendrais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si Ferrari avait la voiture de Schumacher, la Bien domination plutôt Ouais, époque ouais, Schumacher, début des années bah, 2000. Sainz aurait été performant, aurait fait des 2e places et aurait été le pilote idéal. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, il y a aussi un problème d'impression laissé par Sainz. Parce que dans l'impression, et on le sait, Leclerc est un pilote extrêmement rapide en qualif. Et les qualifs, il prend régulièrement des claques, Carlos Sainz. Moi, l'année dernière, j'ai le sentiment que Carlos Sainz ne fait pas une bonne saison. Par rapport à Leclerc, qu'il est largué. Dans l'impression, c'est Dans vrai. l'impression. Et là, moi-même, je me fais surprendre. Je veux re-regarder le classement de l'année dernière. En fait, il termine qu'à 62 points, le Leclerc. 308 à 246, c'est pas honteux. Il prend pas une valise comme Kimi a pu prendre par Alonso Massa en prenait par 2014. Alonso. Ouais. Enfin, c'est pas une valise de premier pilote à deuxième pilote. Donc il a quand même on l'a dit, capacité à scorer tout le temps, qui en fait pour moi un bon second pilote dans l'optique du championnat. Par contre, le championnat constructeur. Par contre, si tu veux en faire une optique de on a besoin de lui pour le placer stratégiquement en 4e place pour faire un undercut ou quoi machin, ben en fait très rapidement tu peux être déçu parce que il n'y a pas la perf, il va faire une erreur, ou il va se retrouver 6e et pas placé pour venir jouer à armes égales avec une autre écurie. C'est ce qu'on a vu l'année dernière. C'est-à-dire qu'en termes de points, il les met, il fait le taf pour le championnat constructeur, en ça c'est un bon numéro 2, mais pour autant, stratégiquement, Ferrari n'a pas 2 armes. N'a pas 2 armes. On l'a vu à Bakou samedi et dimanche. Hein. Ils l'ont pas 4e à 2 secondes de Pérez l'année dernière. Ils l'ont 4e à 20 secondes. Et ils ne peuvent pas s'en servir. Donc oui, les points, il les met. Mais si tu as une lutte entre 2 écuries acharnées, comme on a pu avoir McLaren-Ferrari à l'époque, ou Red Bull-Ferrari l'année dernière sur 12 Grands Prix, Ferrari, il leur manque une arme. Et tout bon championnat qu'il met, c'est ça qui peut faire aussi pencher la balance. Maintenant, encore une fois, tu as chez Ferrari un choix à faire, c'est se garder Carlos Sainz ou de virer Carlos Sainz. Mais si tu vires Carlos Sainz, c'est pour mieux, on est bien d'accord. Tu prends donc le risque de faire entrer une nouvelle sorte de loup dans la bergerie. Sachant que Carlos Sainz... Après, faut le prendre le risque. Si tu prends pas le risque, au final... Oui, mais attends, Ferrari se positionne dans l'optique de faire gagner Charles Leclerc, on est bien d'accord. Je pense que Ferrari se positionne dans l'optique de gagner. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Ferrari ait le luxe de se dire on va privilégier un pilote plutôt que l'autre. Ouais, si demain, l'arrivée de Vasseur, non, mais on est moi, ce que d'accord. je lis entre lignes, Mais c'est ce que que je veux l'arrivée de dire, Vasseur peut en si privilégier un. et si Carlos Sainz en 2024 il reste et que Carlos Sainz après à la mi-saison il a 50 points d'avance sur Charles Leclerc, je suis pas sûr que du côté de Ferrari à ce moment-là on va se dire Charles Leclerc va pousser Charles Leclerc. En interne, qui tu penses qu'on a consulté du côté d'Elkan Ah mais évidemment. pour choisir le team manager. On est d'accord, mais factuellement que Carlos Massa Raikkonen. L'année où Massa perd le titre au dernier GP 2008, à Interlagos. Massa, on le dit, et je le répète, c'est le numéro 2 de Raikkonen, à la base. Oui. Sauf que ses performances font qu'il joue le titre. Si l'année prochaine, dans 2 ans, peu importe, Charles Leclerc, c'est pas le pilote. Oui, mais c'est ce que je veux te dire. Oui, mais est-ce que de facto, je suis d'accord avec toi, tu prends le cas si Irvine 99 par exemple quand Schumacher est blessé, mais si de facto la stratégie est faite pour un pilote, le cas de figure que tu viens d'expliquer ne peut pas exister, à moins d'une anomalie ou de quelque chose. Il y a une différence, c'est qu'il recrute Raikkonen en top pilote en 2007. Et Massa, c'est le bébé de la maison. Donc, en fait, il y a un attachement aux deux dans le sens où tu as ton premier pilote et tu as ton bébé maison. Ça ressemblerait plus à une situation Vettel-Leclerc, ce que tu m'expliques là, Raikkonen-Massa. Maintenant, là, que Leclerc... Je vais te traiter à terre. Moi, il y a la performance sur la piste. Encore une fois, c'est hypothétique parce que Carlos Sainz, il est loin de Charles Leclerc aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que Il n'est pas au classement. toutes les considérations politiques
Je pense que chez Ferrari, aujourd'hui, avec Frédéric Vasseur, on ne se les pose même pas comme question. Aujourd'hui, Non, mais si c'est tu as possible, un pilote, Bien sûr, l'urgence, c'est la Leclerc, perte. Pierre, Paul, Jacques, Emmanuel Moine ou Non, mais c'est Germain, vrai. qui est plus performant que Leclerc pour aller chercher un titre, bah, ils vont favoriser celui qui sera le plus proche Non, mais c'est du vrai. Oui, titre. oui, non, mais t'as raison. T'as raison. T'as parlé d'impression, c'est très. Excuse-moi, Hamza. Très Vas-y, rapidement, vas-y. en fait, si jamais, parce qu'on prend des exemples peut-être un peu lointains pour certains de nos jeunes viewers, T'as raison. Mercedes, Hamilton, Bottas, la voiture est dominante, Bottas est parfait. C'est vrai. Bottas, l'année où il y a une lutte pour Hamilton, en l'occurrence Max Verstappen, bah, Bottas n'est pas là, Hamilton perd le titre. C'est pas la Voilà même- à quoi tout à sert fait. un numéro 2 et un... C'est T'as raison. pas la même philosophie quand même chez Ferrari. Non, mais d'accord, mais Mais- ce que à quoi oui, sert et quand oui, sert un oui, numéro mais- 2 Refermons le débat, tu as parlé d'impression. Défense de Carlos Sainz, parce qu'on on lui rentre pas mal dedans depuis tout à l'heure. J'ai exhumé cette petite citation faite au mois de novembre dernier à la BBC, où il parlait justement du fait qu'il soit un petit peu sous-estimé, Carlos Sainz. Il dit « Beaucoup de gens, parfois, ne perçoivent pas ma vitesse. Je sais que je suis rapide, mais je n'aime pas en parler. Je ne donne pas de valeur à mes propos parce que si je le sais en moi-même, si mes ingénieurs et les gens avec qui je travaille le savent, je n'ai pas besoin que d'autres personnes le sachent. » Est-ce que, les gars, Carlos Sainz, on a aussi tendance peut-être à le sous-estimer. C'est parfois des reproches que certains de nos viewers nous font. Et aussi également, quelqu'un est venu nous discuter pendant le Grand Prix de Bakou dans le chat sur Winamax en disant « Ouais mais les gars, vous rabaissez toujours Sainz parce qu'on est en France et qu'en France on est un peu chauvin et qu'il n'y en a que pour Charles Leclerc. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, j'ai répondu hier et je pense qu'il n'y a même pas besoin de répondre à ce type de message, mais on va essayer de répondre à cette question. Carlos Sainz mérite-t-il encore sa place chez Ferrari? Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi également à le sous-estimer? Pour moi, c'est l'année la plus importante de sa carrière. Oui. S'il ne répond pas aux attentes de Ferrari, bah, malheureusement, encore une fois, c'est pas moi qui prends les décisions. Mais il faudra, je pense, chercher un autre pilote. Parce que, comme tu le disais, première année, il est performant dans un contexte. Deuxième année, il n'est pas performant dans un contexte. Tu es en train de construire l'avenir à court terme. L'hybridation du de contexte est Ferrari. très importante. Il faut construire le contexte à court terme de Ferrari, c'est-à-dire l'objectif, gagner un titre. Si Carlos Sainz ne peut pas aider Charles Leclerc, au final, il sert pas à grand-chose. Si c'est pour terminer 8e, pour terminer 6e, il sert pas à grand-chose, avec tout le respect que j'ai pour lui. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à autre chose. Mais la réponse, c'est peut-être un peu tôt pour dire si oui ou non Oui, bien sûr. Carlos Sainz bien sûr. a un avenir chez Ferrari. Ou doit avoir un avenir Ouais. chez Ferrari. Au final, les performances de Carlos Sainz chez Ferrari, elles sont similaires à tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière, à savoir c'est un très bon pilote. Chez Renault, il a été bon. Chez Toro Rosso, il a été bon. Chez McLaren, il a été très bon. Et chez Ferrari, il est très bon. Mais l'ascension d'écurie qu'il a eue, en passant de Toro Rosso à Renault, puis à McLaren, puis à Ferrari, je trouve n'est pas linéaire avec l'ascension de potentiel qu'il démontre. Je trouve qu'il montre les mêmes choses chez Ferrari que chez McLaren, mais avec une voiture et un contexte différent. Et en ce sens, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que tu ne peux pas te contenter des places d'honneur chez Ferrari. Mais comme chez Red Bull et comme chez Mercedes. Valtteri Bottas, il performe extrêmement bien chez Williams. Et puis chez Mercedes, il performe extrêmement bien, mais est-ce qu'il devient pour autant le diamant qui gagne? Verstappen, quand il passe de Toro Rosso à Red Bull, il devient le diamant qui gagne. Perez est en train de se polir pour arriver à lutter de façon acharnée au bout de 3 saisons. Mais est-ce qu'on a vu une réelle évolution de Carlos Sainz en 3 ans chez Ferrari par rapport à McLaren? Je trouve pas. Donc en soi, c'est un excellent pilote qui est très régulier et qui fait le taf qu'on lui demande. Mais le truc en plus qui ferait qu'on le regarderait avec des yeux différents, à mon sens, il ne l'a pas. Et Leclerc l'a, mais de façon très brute. Il s'est pas encore poli. C'est pas encore une machine de guerre. On n'est pas en train de défendre Leclerc par Mons et par Vaux. C'est pas ça l'histoire. C'est de dire qu'aujourd'hui, estimez-moi une performance différente entre ce qu'il faisait chez McLaren et chez Ferrari. Non, il a monté de gamme, mais en jouant le même jeu. On va prendre un exemple au foot. C'est comme si aujourd'hui, Erling Haaland, qui était parti de Dortmund en mettant quintuplé sur quintuplé, ne mettait plus de quintuplé chez City. Aujourd'hui, à City, il les met. Mais attends, mais Il a Carlos monté Sainz, de il mettait gamme. pas des quintuplés à l'époque Renault. Non, mais il avait Je une prends certaine un exemple pour dire régularité. qu'en fait, il a amené avec lui quelque chose et il a upgradé quelque chose en upgradant Là, tu me rappelles- d'entreprise. Je me rappelle quelque chose de très important, et effectivement, ça m'était complètement sorti de la tête, mais le CV de Carlos Sainz, c'est bébé Red Bull, Ouais, entre bien sûr. guillemets, avec Toro Rosso, Renault, écurie constructrice, McLaren, pareil, Champion du monde. en plus, et Ferrari. Il y a des pilotes qui n'ont jamais eu cette chance. Perez, encore une fois, je le redis,
s'il n'y a pas la chance de sa vie avec Red Bull, il est au Pôle Mais emploi. son Alors qu'on voit que c'est un management pilote politique à performant. Sainz, il est incroyable. Nico Hülkenberg, encore une fois, je n'en démorderai pas, il n'a jamais eu cette chance. Carlos Sainz, il a eu C'est pas que une de la chance, chance. Hein. 2 chances, 3 chances. Non, mais je parle. C'est un jeu politique habile et de talent aussi. Je parle de chance, je parle pas de chance luck, je parle de chance, le fait de pouvoir avoir Opportunité. l'opportunité de piloter. Et effectivement, Carlos Sainz, à un moment, va aussi falloir De finir chez Merco. Hein. se poser des questions. Peut-être, parce Ouais, qu'effectivement, franchement. l'aspect politique. Mais à un moment, c'est vrai que moi, je commence aussi à me poser des questions sur ce côté-là. Il y a des pilotes qui ont été champions GP2 à l'époque, qui ont complètement qu'on a disparu. jamais vu encore maintenant. On ne connaîtra jamais leur potentiel talent parce qu'il y a une histoire d'opportunité, de contexte, de timing. Et- Sainz, Dernière petite chose, je sais pas si on peut. Vas-y. Euh, Enfin, le dernier mot. Il y a quand même un mec chez Red Bull qui a l'œil, sans mauvais jeu de mots, Je vois de qui tu parles. qui a l'œil pour savoir qui mettre dans le baquet de ses voitures Oui, mères. ouais, Il s'appelle Helmut Marko. Il a quand même pas fait beaucoup de mauvais choix, le garçon. c'est vrai. il n'a pas hésité, même parfois de manière trop rapide, à mettre certains pilotes. Complètement. Gasly, Albon, peut-être à terme d'autres Il a pilotes. Et même Verstappen, même s'il Oui, était à récompensé 16 ans, tout de suite, on lui a hein, fait mais Verstappen, ouais. il l'a mis au bout de 20 Grands Prix. Hein. Ouais, Un truc complètement. comme ça. Mm. Et je vous rappelle qu'il gagne Barcelone 2016. C'est ça. Et c'est vrai que Sainz, il n'a jamais. Voilà. Mm. Donc, Ouais. Il a fait quoi, 2 ans et demi chez Toro Rosso? bah, Ouais, Un peu plus de 2 ans et demi, parce qu'il arrive chez Renault sur les 5 ou 6 derniers GP. Sur la moitié saison. il a fait la. Est-ce qu'il vire qui Palmer? Ouais. Il a fait le temps chez Toro Rosso qui l'amenait à disparaître de la Formule 1 à la fin de saison. Les fameux 3 Ouais, années. les quasiment 3 ans. Les Mm. fameuses 3 années sur lesquelles Tsunoda arrive. Donc, s'il n'a pas été promu, en fait, il aurait pu finir en soi comme un Jean-Éric Vergne. C'est vrai. Il aurait pu finir comme un Jaime Alguersuari. Et comme tant d'autres pilotes passés par la firme Red Bull, mais qui n'étaient pas la prunelle de l'œil d'Helmut Marko. Et je fais pas exprès, désolé, hein, Non, vraiment. Vraiment, je fais pas exprès. Il force un peu là. Quoi. Ouais, pareil. Mais vraiment, c'est sorti comme ça, je me suis dit, eh, merde. Donc, c'est quand même un marqueur que, selon le mec qui fait les choix chez l'écurie championne du monde, Il est pas assez bon pour un top team. il est pas. En tout cas, pour son top Il team. ne vaut pas un Sébastien Voilà, Vettel, c'est et ça. il ne vaut pas un Max Verstappen. Complètement. Maintenant, on en tire les conclusions qu'on en veut. Et manifestement, il ne vaut pas ni un Pierre Gasly, ni un Alex Albon non plus. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'a pas été promu. Ah oui, Oui, en alors, numéro c'était 2. peut-être une époque différente aussi, Mm. parce que à cette époque-là, il y avait Verstappen à côté, et ils avaient Ricciardo qui était installé. Alors que pour le coup, au moment où ils choisissent Gasly et Albon, ils sont en cruel manque de deuxième pilote. Ricciardo, il part qu'en fin 2018. Ouais, 2019. Non, Non, fin 2018, t'as raison, 2018. excuse-moi. Mais je vous rappelle que le coéquipier de Sainz, c'est Verstappen. Oui. Assez Complètement. longtemps, Oui, qui est promu avant. enfin, 1 an et demi. Et avant, le coéquipier de Sainz, ou après, je sais plus. C'est Kvyat. Oui, voilà. Peut-être, Bah, c'est vrai que même Kat a eu sa chance. Hein. Ah, tu vois. Ouais. Donc, oui, pas fait beaucoup de grands prix. Mais... Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est terminé. Tu as eu raison. Non, mais c'était très bien. C'est comme, Il y ça avait un que, silence, ça c'est comme ça que se conclut, bien sûr, ce très beau débat. N'hésitez pas à nous donner, bien sûr, en commentaire votre avis sur toute cette question. Et on poursuit la discussion avec vous à travers les commentaires de cette vidéo YouTube et, bien sûr, les réseaux sociaux. On se quitte avec une mini-interview. Partons à la découverte de peut-être le futur successeur d'Alain Prost. Qui sait? Bon, il y a eu un mois de trêve, les amis, avant le retour de la Formule 1, mais je peux vous dire qu'on a charbonné. On est parti du côté d'Alès, dans le sud de la France, où on était invité, il faut le dire quand même, par la Fédération française des sports automobiles, à suivre le stage FFSA, équipe de France, qui réunissait notamment Isaac Adjar, Théo Pourchère, Victor Martins et un certain Alessandro Giusti, qui vient de remporter l'année dernière, en tout cas, le championnat de France F4 France et qui débute donc en Freca, qui a débuté en Freca à Imola il y a maintenant 15 jours. On va en reparler de ce stage FFSA parce qu'on a plein d'annonces à vous faire. Mais avant cela, on découvre justement celui qui pourrait représenter l'avenir du sport automobile français, Alessandro Giusti, qu'on a pu rencontrer à Alès. Désolé d'avance, il y avait un petit peu de vent. Bonjour, je m'appelle Alessandro Giusti, j'ai 16 ans, je pratique le sport automobile depuis 6 ans bientôt, donc ça commence à faire beaucoup. Moi, toutes les catégories m'intéressent, que ce soit l'endurance, le rallye, l'IndyCar, mais pas l'ovale pour le moment, j'ai encore un peu de mal, mais tout, en fait tout. Même le GT, tant que c'est professionnel, moi ça m'intéresse. Tant que ça a 4 pneus, un moteur, ça m'intéresse.
Alors déjà mon père faisait un peu de kart en loisir, enfin c'était vraiment du loisir, aucune compétition. Et en rentrant de vacances j'ai vu un karting et je l'ai harcelé. Je lui ai dit bah, je vais y aller. Donc on a fait un tour, c'est plutôt bien passé. Quand je suis revenu chez moi il n'y en avait pas forcément à côté. Donc on essaie d'en trouver un et au début il voulait pas trop m'emmener parce que il savait que les moyens derrière c'était cher. Donc au final je l'ai harcelé et puis au final j'ai réussi à l'avoir et j'ai commencé justement en karting de location à Vissou exactement, pour ceux qui connaissent. Ouais, je l'ai fait au bout de 6-7 mois, ouais. C'était assez compliqué au début et on a eu du mal à se lancer aussi dans la compétition parce que ça coûtait encore cher. Et après donc il y a le un mécano qui faisait la compétition et le loisir à la fois. Il nous a dit bah là faut passer, ça sert à rien de rester en karting de location, battre les records de tout le monde, si on monte pas, ça sert à rien. Donc au final on est passé et après ça s'est bien passé. Ça m'a beaucoup aidé clairement, sans elle je serais pas là je pense, je serais peut-être en karting encore. J'ai fait justement le junior karting où on a tous les mêmes kartings, tous les mêmes moteurs, on change de moteur toutes les courses presque. Donc grâce à ça j'ai été repéré par le DTN Christophe Lollier qui m'a aidé aussi à gestion mentale, physiquement aussi par la suite parce que j'ai intégré le pôle France au Mans. Donc il gère les cours, le sport et la F4 et le karting. Donc j'ai intégré après mon année de karting en junior. C'est vraiment différent. Moi, j'ai vraiment eu du mal. Donc déjà le freinage c'est vraiment pas pareil. Le karting c'est vraiment tu freines fort, tu relâches et bam tu rentres. Là c'est beaucoup plus technique, subtil. Freiner, t'as un dégressif quand faut tourner, le point de corne, machin, comme le racher pour qu'elle pivote un peu mieux. Si justement elle pivote trop, quand remettre un peu de gaz. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc au début j'ai un peu de mal, mais sinon après je me suis vite habitué. Alors moi ça va être ma première saison en Freca, donc bien sûr je sais que c'est un gros step physiquement, mentalement, techniquement aussi. Mais mes points forts là, c'est que j'adore la voiture. Donc je suis vraiment à l'aise, beaucoup de confiance dedans. Physiquement je suis beaucoup mieux, mentalement je suis surexcité de commencer. Donc voilà, après les objectifs, on n'a pas la meilleure voiture, on ne pourra pas gagner le championnat, ça c'est clair. Après, il faudra saisir les opportunités, donc par exemple quand la voiture marche très bien, on l'a vu à Barcelone, faudra saisir les opportunités pour se faire justement repérer et évoluer après pourquoi pas en F3 et FIA. Alors clairement la boxe ça m'apporte de la niaque, on va dire. C'est vraiment mentalement, c'est vraiment bien pour la niaque, tout. Donc là, je vais arriver pour la première course, là, je vais avoir la niaque à 100%. Donc ça, c'est grâce à la boxe. Donc je peux entraîner aussi au raid là-bas. Et puis les entraînements au raid qui m'aident beaucoup. Donc en plus de la fédération au Pôle France, où là, je fais 3 fois 2 heures par semaine, donc c'est déjà pas mal. Je refais 2 fois 1 heure au raid. Et donc ça m'aide beaucoup. Par exemple, parce que je sais que la Freca, c'est une catégorie hyper physique, donc volant très dur. Le coup, on commence à prendre un peu de G, donc il fallait beaucoup s'entraîner pour cet hiver pour être prêt pour la course. C'est Lewis Hamilton. Pourquoi Lewis Hamilton? Parce que c'est le meilleur, voilà. Non, mais il est complet. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien à dire en fait. Le pilotage, il règle bien la voiture. Comment il parle aux fans, enfin tout est bien, enfin, c'est un exemple. Déjà je monte que d'un côté d'une voiture, sinon ça c'est pas possible. Si je monte à droite alors qu'il faut monter à gauche, ça va pas bien se passer. Puis il y a plein de trucs, tous les ans j'essaie d'un peu changer, enfin je change tout le temps parce que dès qu'il y en a un qui marche moins bien, on essaie d'en refaire un alors que c'est totalement faux, mais bon, ça occupe, on va dire ça fait un peu déstresser même des fois, donc c'est bien. Je pense que c'est Spa, ça, le Région, truc de fou. Même tout, le circuit est hyper long, c'est vraiment cool à rouler. J'ai vraiment adoré. Après, comme circuit vraiment mythique qui sort un peu de l'ordinaire, c'est Pau. Pau, j'ai trouvé ça aussi incroyable parce que Spa, en fait, tout le monde, c'est un peu tout le monde, c'est pas un circuit mythique.
Mais là, en ville, Pau, en plus, c'est une ville assez serrée. C'est encore plus serré que Monaco. T'as les trottoirs. Donc, ouais, Pau et Spa, je dirais. Ferrari. Après, en coéquipier, je sais pas qui aura en 2030, honnêtement. Mais un Français, hein, ça serait marrant. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Sandro. Merci. Merci à Alessandro Giusti donc d'avoir pris le temps comme ça de nous répondre un peu à nos questions. Alors on va juste remettre très rapidement en contexte. Tout ça donc a été organisé, je l'ai dit, à travers le stage équipe de France FFSA. Juste vous donner des nouvelles d'Alessandro parce que depuis l'interview, il a disputé sa première course en Freca. C'était du côté d'Imola, circuit qu'il découvrait. Il avait fait 9e, il partait 9e sur la première course. Il avait terminé 7e alors qu'il est vraiment une voiture du fond de grille. Donc un bel exploit. Il a manqué de chance sur la deuxième course. Il partait 11e. Malheureusement, il a été percuté par un autre coéquipier et a dû abandonner, mais il était en position de prendre des points. On rappellera qu'il était aussi handicapé par un drapeau rouge au moment de s'élancer en Q2, ce qui lui a un peu ruiné la suite de ses qualifications. Mais en tout cas, un résultat très consistant et très 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 solide donc pour Alessandro Giusti, que vous pouvez aller encourager les 20 et 21 mai du côté de Barcelone pour la deuxième manche bien sûr de Freca de cette année. Si je vous parle aussi également de ce stage FFSA, on a passé 2 et 3 jours, Hamza, en immersion avec nos 3 mousquetaires de la Formule 2, Isaac Adjar, Théo Pourchère, Victor Martins. On a pu les suivre, on était dans le même hôtel, on a petit déjeuner avec eux. Bref, c'est passé plein de choses. On les a suivis dans des voitures de rallye parce que ces garçons-là ont été avec Alessandro testés, sortis de leur zone de confort pour être mis dans des voitures de rallye. Ça a été super ces moments qu'on a passés avec eux. Et de tout ça va naître le premier reportage, on va dire avec des gros moyens, des pistonnés, qui sortira donc sur la chaîne de Winamax TV dans les semaines qui viennent. Mais la semaine prochaine, émission spéciale Formule 2. Et vous aurez du Isaac Adjar, vous aurez du Théo Pourchère, vous aurez du Victor Martins. Et on vous teasera un petit peu ce super reportage dans les coulisses, donc avec ces 3 Français. Ça, c'est un moment incroyable qu'on a passé grâce à la FFSA, il faut le dire. Oh, on a passé un bon moment, on a vu... En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir des pilotes dans des conditions particulières. Alors, Martins, Adjar et Pourchère connaissaient, parce qu'ils avaient ils avaient déjà réalisé ce même stage l'année dernière. Giusti non, du coup, donc découverte. Je trouve assez fascinant la capacité d'adaptation qu'ils ont. Très rapidement, ils vont toucher les limites, parfois dépasser les limites. Ils sont, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont pas faits comme nous, quoi. Ils sont pas faits comme nous, notamment un certain Victor Martins dans une voiture de rallye. Le mec est assez épatant. Faut dire ce qui est, c'est assez épatant. Donc gros reportage long format. On n'a pas encore le format, mais ça va sortir dans les semaines qui viennent. Normalement. Plus de 40 minutes, en tout cas consacrées vraiment dans les coulisses et pour mieux comprendre et savoir qui sont ces 3 Français. Et petite cerise sur le gâteau, ça arrive dans quelques semaines. On a eu une belle interview sur la carrière de Jean Alesi. Sur la carrière, uniquement la carrière de Jean Alesi. Avec Jean Alesi. Avec Jean Alesi. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de Jean Alesi ce week-end en disant que parfois, il ne met pas assez les pieds ou il ne donne pas assez son avis véritable parce qu'on sait qu'il est engagé avec la Formule 1, il est engagé avec Ferrari. Mais je peux vous dire que sur l'interview qu'il nous a confiée, il nous dit beaucoup de choses et on ne pensait pas que l'interview serait aussi intéressante. Donc, on a hâte de vous la proposer en tout cas dans les pistonnés. Voilà, on a été clair, les gars. On a tout dit. Oui. On a hâte d'être à la semaine prochaine du coup pour parler F2 normalement. T'as pris ton maillot de bain pour la Marina Miami, non? Genre de bain, je sais pas commenter. Sauter sur le béton. Prends un bloc de mousse quand même avec ton maillot de bain, on sait jamais. Miami, prochain rendez-vous bien sûr de la Formule 1 et on sera là pour débriefer le Grand Prix. On sera là aussi également pour vous proposer un mag. Est-ce qu'on y de grande va qualité. Miami, on n'y va pas. Bah si on est invité à la dernière minute par Miami. L'hébergement, on dort chez Jean-Luc Roy, non? Ouais, il nous a invités. T'as raison. Jean-Luc, on retrouvera bientôt dans les pistonnés. Jean-Luc, on s'appelle. Sachant que les places commencent à baisser en termes de prix. Hein. Ah bon? Et oui, ils n'arrivent pas à C'est remplir. quoi? C'est passé de 500 à 350? Non, c'est passé de 5000 à 3000. Oh, on va demander à nos producteurs. Ouais. Généralement, ils sont très généreux. Petite rallonge. Merci beaucoup à Paul Harrer, merci beaucoup à Tom Chiaravino. Voilà, nous avons accompagné la technique comme d'habitude avec grand talent. Merci à vous deux, les gars. À la semaine prochaine. Vive First Team, vive les pistolets, vive la Formule 1. Et achetez du muguet.